Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 octobre. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Ils sont en colère depuis ce lundi. Les facteurs sont en grève à Albertville. Ils refusent le plan de réorganisation imposé par leur direction. Nous avons assisté à leur mobilisation. Et puis nous nous rendrons au centre Bonlieu pour fêter l'anniversaire de BD Fugue. La librairie célèbre ses 40 ans et à cette occasion, elle nous a ressorti ses plus belles illustrations crayonnées par des auteurs de renom. Mais avant de développer ces titres, les élus de la montagne se sont réunis ce jeudi au Grand Bornand dans le cadre du 37e congrès de leur association, la NEM. L'ordre du jour portait sur la prédation du loup sur les élevages du massif alpin et à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, est venu à la rencontre des représentants des fédérations d'agriculture des Pays de Savoie. Après de nombreux appels à l'aide, des aménagements vont être bientôt décidés par le gouvernement pour leur donner des outils. On écoute quelques réactions recueillies par Lucas Ruche. Premier point positif, c'est qu'on a eu le ministre de l'Agriculture a pris un grand temps d'échange avec les responsables professionnels agricoles des Savoies, entre autres sur le problème de la prédation, qui est un problème majeur sur nos départements et qui met à mal l'agriculture de montagne. Donc, premier point positif, c'est l'écoute. Une vraie volonté, je pense, du ministre de l'Agriculture d'essayer d'avancer sur ce sujet. Il partage des points de vue avec nous. Maintenant, il reste à convaincre sa collègue de la ministère de la Transition écologique sur bon nombre de points. Et ça, on attend des résultats rapidement. Le premier des sujets qu'on a ouverts, c'est la question de la méthodologie utilisée pour compter, pour savoir combien il y a de loups. Quel est le peuplement des loups. Pourquoi c'est essentiel? Parce que si après on fait une politique de prélèvement fondée sur une évaluation du nombre de loups qui n'est pas celle conforme à la réalité, tout le reste de la gestion n'est pas bonne. Et donc, il est très important, et c'était une demande de longue date, je dois dire, de mon nombre de professionnels, d'ouvrir ce sujet-là. À la demande du président de la République, le préfet coordonnateur a ouvert ce sujet sous l'égide des ministères et du gouvernement. Et les réunions ont déjà commencé, sont déjà programmées. Et encore une fois, le préfet coordonnateur est avec moi aujourd'hui. Le deuxième des sujets, c'est comment on accompagne mieux les éleveurs dans la gestion des chiens de troupeau. On sait que c'est un sujet incroyablement important pour nos éleveurs. Et donc là aussi, de manière très opérationnelle, on a listé les questions pour voir comment, sous l'égide des travaux, on arrive à apporter des solutions. Et je crois que c'est comme ça qu'on avance de façon rapide et pragmatique, surtout opérationnelle. Je vous le disais en titre, les facteurs sont en grève depuis ce lundi, à Albertville. Ils rejettent le plan de restructuration à venir au sein du service courrier. Alors qu'il est en passe d'être validé par la direction de la Poste, les facteurs s'inquiètent d'un bouleversement dans l'organisation de leur tournée quotidienne. Les précisions d'Hugo Guirez. C'est devant le centre de tri de la Poste d'Albertville que les facteurs se retrouvent en grève tous les matins pendant 1 heure, et ce depuis lundi. Les salariés demandent le report de la réorganisation prévue pour le mardi 26 octobre. Une restructuration qui consiste à séparer le personnel des travaux intérieurs et extérieurs, en ce qui concerne le tri et la distribution. Habituellement, le facteur fait son tri, puis le distribue lui-même dans son secteur dédié. Pour montrer leur désaccord, plusieurs facteurs ont décidé de se mettre en grève complète, malgré le manque à gagner sur le salaire. Le métier de facteur, à la base, c'est déjà un travail dans le bureau à effectuer, afin de préparer sa tournée pour pouvoir ensuite la distribuer correctement une fois qu'il est sur sa tournée, sur son lieu de travail. Selon la Poste que nous avons contactée, la restructuration intervient suite au constat d'une baisse du volume de courrier tout au long de l'année 2021. Mais pour les syndicats, cette restructuration intervient à un bien mauvais moment avec les fêtes qui approchent, une période traditionnellement synonyme de grosse activité, ce qui pourrait, selon eux, pénaliser les clients. Malgré cela, la Poste met aussi l'accent sur le fait que le site d'Albertville a recruté 18 nouveaux facteurs en CDI en 2021. Il y a les grévistes d'un côté, la direction de la Poste de l'autre qui fait la sourde oreille. Et puis après, c'est les usagers qui sont concernés aussi par cette dégradation des conditions de travail, avec des colis qui risquent de ne pas distribuer avant Noël, la presse urgente qui pourra aussi connaître de graves problèmes de distribution, avec un passage facteur tous les 2 jours. Ça, on ne sait pas comment ça va évoluer après. Des élus ont été interpellés par les syndicats. Aucune solution viable n'a pour le moment été trouvée. Une restructuration semblable est prévue mi-novembre par la Poste du secteur de Chambéry. Au vu des événements récents, la situation ne semble pas être sur le point de s'arranger.
Place au dernier épisode de notre série consacrée à la crise du médico-social qui secoue actuellement tout ce monde. Pour ce troisième volet, retour dans un établissement, le foyer d'accueil Les Narcisses accueille d'ordinaire 54 résidents lourdement handicapés. Et pour faire face aux difficultés, la direction a choisi de garder le cap en mettant en avant des activités et un état d'esprit positif. Sébastien Germain s'est rendu sur place à Villars dans le Chablais. C'est jour de randonnée ce jeudi matin pour ces 4 résidents du foyer d'accueil médicalisé Les Narcisses, basé à Villars dans le Chablais. Ici, comme dans la plupart des structures identiques du département, la situation reste dramatique au niveau des recrutements de personnel. Mais la vie continue avec un accent mis sur la positivité. Aujourd'hui, il faut aussi retrouver un semblant de vie, un semblant de dynamisme sur l'extérieur. Les personnes qui sont en institution, elles vivent ici, c'est leur maison, mais elles sont aussi tournées sur l'extérieur. Et d'aller se promener, d'aller faire des activités, de rencontrer des gens à l'extérieur, c'est important et ça fait partie de la vie. Et nous, on se doit d'accompagner ces personnes aussi sur l'extérieur, de faire venir aussi des personnes à l'intérieur, mais de continuer ça pour elles. Les Narcisses n'échappent donc malheureusement pas à cette crise. D'ordinaire, ils sont 54 à être hébergés ici. Mais le manque de moyens a eu raison d'une unité qui sera bientôt fermée. Mais là aussi, à ce niveau, tout a été mis en œuvre pour faire en sorte qu'aucun résident ne soit contraint de retourner dans sa famille. C'est à la fois une satisfaction, oui, mais c'est une crainte, une forte crainte. Parce que vraiment, on fait tout pour ne pas en arriver à cette extrémité. Ce sont des personnes qui ont un handicap important et avec souvent des personnes qui ont aussi un âge au-delà de la cinquantaine pour la plupart. Et les familles sont vieillissantes, il faut le dire, et ce serait une charge beaucoup trop lourde pour elles. Exemple de cette bonne humeur ambiante qui règne au sein du foyer avec l'unité Les Voirons. Ici, 8 personnes polyhandicapées vivent encadrées par 2 professionnels. Habitués à voir défiler les personnels accompagnants depuis maintenant plusieurs mois, les 2 jeunes femmes ont un objectif commun, rester positives pour que les résidents soient le moins possible affectés par la situation. Ils sont aussi très réceptifs à nos propres émotions, à nos propres difficultés. Donc on se doit, pendant nos repos, de bien se reposer et arriver en forme, arriver avec le sourire tous les jours au travail, pour pouvoir aussi leur transmettre cette bonne humeur et garder l'espoir d'une amélioration. En attendant des jours meilleurs aux Narcisses, on a choisi de faire contre mauvaise fortune bon cœur, car les résidents et leurs familles le méritent amplement. Un tout autre sujet maintenant, la 4e édition de l'événement Comme les pros revient à partir de ce lundi 23 octobre. C'est ça ? Oui, c'est ça. Un grand forum qui réunit une 60aine d'entreprises qui ouvrent leurs portes au grand public. Le principe, permettre aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir certains métiers et des entreprises locales. Pour en parler ce soir, je reçois Anaïs Bauduin, chargée de communication à l'Office du tourisme Faucigny-Glières. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'un des territoires organisateurs de l'événement avec Cluse, Arves et Montagne et les Monts de Genève. Pourquoi faut-il valoriser le savoir-faire de nos entreprises sur le territoire ? Eh bien, le tourisme de découverte économique, c'est un tourisme qui est très intéressant. On se rend compte que ça intéresse beaucoup les gens, que souvent ils connaissent une marque ou ils connaissent une entreprise par le nom, mais pas forcément le savoir-faire qu'il y a derrière. Donc nous, le but, c'était vraiment de remettre à l'honneur les savoir-faire, l'humain qu'il y a derrière ce qu'on mange, ce qu'on utilise au quotidien, notre voiture, notre téléphone, les montres, voilà. Donc, par exemple, il y a plein de gens qui connaissent Somfy, mais qui ne connaissent pas tous les métiers qu'il y a derrière, ou qui connaissent le centre hospitalier à Contamine, le Châle, mais voilà, ils ne savent pas forcément qu'il y a une multitude de métiers derrière. Donc, c'était très important pour nous de mettre tout ça à l'honneur. Et puis, on a un bassin, la vallée de l'Arve, très, très fort pour l'industrie. Donc, voilà. Pour quelles raisons l'économie locale a-t-elle besoin de ce tremplin ? C'est une bonne question. Ça met en avant le côté... les gens ont une très mauvaise image de l'industrie, au final. Ce côté... c'est lourd, on est plein d'huile, voilà. Alors qu'en fait, c'est plus du tout ça aujourd'hui. Grâce à Comme les pros, on se rend compte que c'est des métiers qui ont beaucoup évolué et qu'au final, les gens s'y sentent très bien dans ces entreprises. Donc je pense qu'au niveau de l'image, l'événement qu'on a monté il y a 4 ans, il a changé beaucoup de choses. Alors, ouvrir cet événement au grand public, c'est une manière de susciter des vocations auprès des plus jeunes, notamment ?
Oui, alors il y a certaines entreprises qui ouvrent leurs portes dans cet esprit-là, dans l'idée peut-être de créer des passions, qu'il y en ait certains qui aient des déclics en visitant l'entreprise. Après, toutes ne sont pas ouvertes aux enfants, mais la plupart accueillent quand même des personnes qui sont sur le point de choisir leur orientation. Il y a aussi des personnes en recherche d'emploi, et en l'occurrence, cette année, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'entreprises qui recherchaient du personnel. Donc peut-être comme les pros, ce sera l'occasion pour eux de remplir leur entreprise aussi. Dans quel secteur, par exemple? Eh ben, il n'y a pas très longtemps, le CHAL nous a témoigné son besoin de personnel dans divers métiers. Dans le décolletage aussi, il y a pas mal d'entreprises qui recherchent. Voilà. On voulait aussi mettre en avant les producteurs et les artisans, parce qu'on en a beaucoup sur notre territoire, et l'agroalimentaire, voilà, je pense qu'ils ont besoin de nous, et ils ont besoin qu'on les mette en avant aussi. Alors, ces visites sont organisées entre le 23 octobre et le 6 novembre. Comment se déroulent-elles très précisément? Eh bien, il y avait les inscriptions, c'était jusqu'au 15 octobre. Voilà, c'est du 13 septembre au 15 octobre. Les gens avaient besoin de se rendre sur le site internet de Comme les pros et de s'inscrire en ligne. Il y avait des créneaux, des jours. Et à partir de samedi, ça débute. Nous, on a transmis aux entreprises la liste de leurs inscrits. Et voilà, on est presque à 800 inscrits sur les 3 territoires. D'ailleurs, je remercie les 2 autres territoires qui font l'événement avec Faucigny-Glières, parce que sans eux, ce ne serait pas possible. Et je remercie les entreprises aussi qui ouvrent leurs portes, parce que ça fait 4 ans qu'on fait ça et que ça fonctionne. Donc voilà. Eh bien, merci Anaïs Baudouin d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup. Ouvrons une page culture à présent. Si vous êtes amateur de chant lyrique, sachez que le festival Voix d'automne s'ouvre à Évian-les-Bains. Ce week-end, il a lieu à la Grange au Lac. Pour en parler ce soir, je suis en ligne avec Alexandre Emardinquet. Bonsoir, pardon. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes directeur de la Grange au Lac. Comment abordez-vous cette nouvelle saison musicale ? On l'aborde déjà très heureux parce que, comme vous le savez, les lieux de culture ont été un peu privés d'activité pendant de nombreux mois. Et on est très heureux de redémarrer avec une saison qu'on espère sans encombre, sans fermeture. Donc déjà, le premier sentiment, c'est la satisfaction et le bonheur. Et puis, on est très heureux d'ouvrir cette nouvelle saison avec ce premier événement en partenariat toujours avec l'Opéra national de Paris. On est très fiers d'accueillir les chanteurs de l'Académie de l'Opéra de Paris en résidence. Là, ils viennent de finir, je ne sais pas si vous voyez derrière moi la Grange au Lac, ils viennent de finir leur première répétition sur le plateau et on est très heureux. Alors, pour cette édition, c'est la musique baroque qui est mise à l'honneur. Pourquoi avoir mis l'accent sur ce registre ? Alors, on s'aperçoit que c'est un répertoire qui sonne particulièrement bien dans la salle, parce que la Grange au Lac, pour nous, c'est un instrument et on essaye de la donner à voir et à entendre sous ses meilleurs aspects, mettre en lumière ses caractéristiques acoustiques. Et on s'aperçoit que la musique baroque sonne particulièrement bien, c'est-à-dire des ensembles, pas trop des orchestres qui sont finalement peu nombreux, et qui se marie particulièrement bien. L'homogénéité du son et l'équilibre sur scène est très propice à ce répertoire. Et puis aussi, tout simplement pour faire découvrir au public de la Grange au Lac un répertoire qu'il n'a pas forcément l'habitude d'entendre très souvent. Alors, c'est la Passion selon Saint Jean de Bach qui donne le ton cette année. J'imagine que les chanteurs ont hâte de retrouver leur public sur scène. Oui, bien sûr. Alors, les chanteurs et puis les arts florissants, donc l'ensemble qui les accompagne pour ce projet, avec une petite spécificité puisque le directeur musical, chef des arts florissants, Paul Agnew, va non seulement diriger les arts florissants, les chanteurs, mais il jouera aussi le rôle de l'évangéliste. Et donc c'est assez rare. Pour le noter, c'est quelque chose de relativement rare et on est très heureux qu'il se prête à cet exercice. À quelles autres œuvres pourra-t-on assister dans cette édition ? Alors, on va pouvoir découvrir ou redécouvrir un autre oratorio de cette période baroque. Alors, cette fois-ci, on change de pays puisque c'est le baroque italien. Et donc, c'est un oratorio d'Alessandro Scarlatti qui s'appelle la Giuditta. Et donc, c'est une œuvre avec une dramaturgie très théâtrale. Et donc, on va pouvoir suivre
les chanteurs de l'Académie de l'Opéra de Paris dans un jeu d'acteurs, puisqu'il y aura même une mise en espace. On va pouvoir se jouer de la théâtralité de la Grange Lac avec des entrées, des sorties. Donc on va aller un peu au-delà de la forme de concert pour une forme quasiment mise en scène. Et le public pourra suivre la dramaturgie de l'œuvre grâce aux sous-titres qui seront projetés de part et d'autre du plateau. Eh bien, merci Alexandre Emardinquet de nous avoir accordé quelques instants. Je vous en prie, merci beaucoup et venez nombreux. Et à bientôt. Bientôt. En ce mois d'octobre, nous célébrons aussi un anniversaire bien particulier à Annecy. Nous vous en parlions la semaine dernière. La librairie BD Fugue fête ses 40 ans. Et pour l'occasion, elle vous propose une exposition 100% BD. L'idée, révéler la ville d'Annecy à travers le crayon des plus grands dessinateurs. Reportage. Annecy vue par la BD, c'est une histoire qui s'écrit sur plusieurs planches et différents coups de crayon. Ici, au forum du Centre Bonlieu, de nombreuses illustrations sont exposées, des créations de dessinateurs connus et renommés, comme des œuvres plus confidentielles mais tout aussi étonnantes. On a Zep, on a des auteurs comme Gibra ou Marc Boutavant et Emmanuel Guibert. Chacun aura donné un petit peu son identité graphique au lac d'Annecy et à notre belle ville. Et puis on a aussi des créations qui ont été faites par la librairie. Pour les 40 ans de la librairie, on a décidé effectivement de faire un certain nombre de collaborations avec des auteurs de bande dessinée qu'on a choisis, qu'on aime et qui ont eu envie, eux aussi, d'illustrer notre belle ville. Des collaborations d'auteurs célèbres qui intègrent leurs personnages favoris dans le paysage annécien. Titeuf, Michel Vaillant, Spirou ou encore Fantasio, tous trouvent leur place sur les lieux emblématiques de la ville. Plus surprenant, cette illustration inspirée de Pacific Rim, sous un soleil apocalyptique, ou encore cette vue fantasmagorique crayonnée par Mathieu Bablet. On y découvre une ville revisitée, vidée de sa petite rivière avec un palais de l'île sur un monticule d'habitation. C'est l'occasion de découvrir Annecy à l'international sous le crayon d'artistes exceptionnels. L'exposition célèbre les 40 ans de BD Fugue, une librairie qui a vu le jour presque par hasard lorsque cet ancien restaurateur est venu en vacances à Annecy en 1981. Il y a une quarantaine d'années, en me baladant ici à Annecy, il y avait un petit local et puis j'ai pris la décision d'ouvrir une petite librairie de BD parce que j'étais plutôt passionné de ça. J'aurais adoré monter une librairie généraliste, mais je pense que j'aurais pas été suffisamment compétent. Et la BD, c'était le truc qui m'intéressait depuis que j'étais môme. Et donc j'ai ouvert ça dans un magasin à Bonlieu qui faisait à l'époque une trentaine de mètres carrés. Je ne vous cache pas que l'accueil a été plutôt froid en global. Un magasin comme ça a été regardé de manière extrêmement bizarre, puisque dans une ville comme Annecy, qui avait 50 000 habitants, il y avait très peu d'amateurs. Donc il n'y avait quasiment pas de librairie, il n'y en avait pas encore sur Grenoble, il n'y en avait pas encore dans plein de grandes villes, et j'étais voué à mourir très vite. Et plutôt que de mourir, la librairie a continué de grandir au fil des années. 40 ans que cette belle histoire perdure aux côtés de ses collaborateurs. De quoi laisser espérer un avenir encore radieux. Et je pense en plus que c'est que le début. Là, pour les 50 ans de la librairie, on aura le double, j'espère, de planches à montrer avec Annecy, effectivement, comme décor dans des bandes dessinées. Un mot de football avant de se quitter. Le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France a été effectué ce jeudi après-midi. Plusieurs clubs de Savoie-Mont-Blanc étaient concernés. Un derby sera au programme le week-end du 30 octobre prochain. Chambéry Club National 3 recevra le GFA Rumi-Vallière, équipe de National 2 et tombeur du FC Annecy le samedi dernier. L'AS Silingy accueillera un Sud et enfin l'entente sportive de Tarentaise qui évolue en Régional 2 défiera dans son stade le FC Bourgoin-Jallieu. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc, à suivre votre émission Panorama. Ce soir, Victoria Lopez a rencontré Jérémy Golfier, conseiller pénitentiaire au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Savoie. C'est juste après la météo de Thierry Paulme. Demain, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal à 18h. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont-Blanc et à très vite.